Donc aujourd'hui, on va parler de la polarité de la cohésion de la matière. C'est un chapitre de chimie qui va être assez fondamental pour ceux qui vont poursuivre en terminale l'année prochaine. Et c'est lui qui, par exemple, va nous permettre d'expliquer pourquoi l'eau est liquide à température ambiante, pourquoi le savon mousse, ou pourquoi un glaçon d'eau a une masse volumique plus petite que l'eau liquide et du coup pourquoi il flotte. Avant de commencer, je voulais une petite citation. Le fait que les molécules ne se déplacent pas toujours librement, comme elles le font à l'état gazeux, mais qu'elles forment aussi des liquides et des solides, signifie qu'il existe des interactions entre elles. Ainsi, le fait que l'eau soit liquide à température ambiante est la manifestation que les molécules d'eau adhèrent les unes aux autres. Pour faire bouillir de l'eau, nous devons apporter suffisamment d'énergie pour écarter les molécules les unes des autres. Donc ça sous-entend que dans les solides, dans les liquides, les molécules, elles sont liées entre elles, hein. Les molécules pour les solides moléculaires, ça serait des ions pour des solides ioniques, mais c'est bien qu'ils ont quelque chose qui les relie entre eux. C'est ça qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui. Qu'est-ce qui les relie entre eux à l'état moléculaire ou ionique? Et du coup, la problématique devient comment expliquer la cohésion des solides ioniques qui sont formés d'ions, comme le sel par exemple. Le sel, c'est NaCl. Si je le mets dans l'eau, ça se transforme en ion, Na+, et Cl-, c'est un solide ionique. Ou un solide moléculaire comme le glucose, par exemple. Le glucose, c'est des molécules de glucose collées entre elles. Le sucre en poudre, je les mets dans l'eau et elles se dissolvent, mais c'est toujours des molécules. Hop, avant d'expliquer pour ça, on va partir d'un constat qu'on sera donc capable d'expliquer à la fin, du coup. Si on prend plusieurs espèces, ça va de solides ioniques, là on reconnaît le sel de table, à certaines molécules et d'autres molécules, on voit que les températures de fusion sont très très différentes. Par exemple, le sel de table, il faut que je le chauffe à 801 degrés pour qu'il passe de l'état solide à l'état liquide. Par contre, l'eau à zéro, ça suffit. Et encore le méthane, ça se passe à moins 182 degrés. Et c'est justement ces cohésions qui existent, ces liens entre les atomes ou les ions de ces solides qui va nous permettre d'expliquer pourquoi on a des températures de fusion si différentes. Du coup, on va avoir besoin de faire les choses en 4 temps. On va parler de la géométrie des molécules, d'électronégativité, de la fameuse cohésion des solides, et enfin on parlera de solubilité. Euh, Donc, on va commencer par s'intéresser à la géométrie des molécules. Là, je vous ai pris deux exemples. On a la molécule d'eau, H2O, et la molécule de dioxyde de carbone, CO2. La molécule d'eau, si on la regarde de manière en 3D dans l'espace, on a l'atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène ici. Et on voit qu'elle est, on va appeler ça coudée, la molécule, ça forme un triangle là. Il y a à peu près 104 degrés ici, vous n'avez pas le savoir. Par contre, si on regarde la molécule de dioxyde de carbone, elle est toute droite, elle est en ligne droite. On va dire qu'elle a une structure linéaire. Alors que pourtant, ces deux molécules paraissent similaires, CO2, H2O, et pourtant, elles sont pas assemblées pareil. On va essayer de voir ce qui se passe. Pour ça, on va faire appel au schéma de Lewis que vous avez déjà vu en seconde. Donc ça, si c'est pas bon, je vous laisse aller voir les rappels. Le carbone, il a 6 protons, donc 6 électrons puisqu'il est neutre, et sa structure électronique, elle aura la forme S2, 2S2, 2P2. Ça fait qu'il a 4 électrons de valence sur sa dernière couche, qui est la numéro 2 ici. Et donc, son schéma de Lewis, c'est ça. Pour l'oxygène, cette fois-ci, il a 8 protons, donc 8 électrons sur sa couche de valence. Et son schéma de Lewis, ça sera ceci. Et l'hydrogène, un électron, c'est ça. On a fait le schéma de Lewis des 3 atomes qui apparaissaient dans nos molécules précédentes. Donc ça, c'est les atomes tout seuls, mais sauf qu'ils sont pas stables, ils n'ont pas leur dernière couche électronique saturée, du coup ils vont chercher à former soit des ions, soit des molécules. C'est pour ça qu'on les retrouve sous forme de molécules. Ils cherchent à satisfaire la règle du duet et de l'octet. Du coup, si on cherche à les assembler, ces atomes, pour faire du méthane par exemple, CH4, un atome de carbone a 4 électrons de valence, il va pouvoir s'accrocher, hop, à chaque fois par l'électron de valence de chaque hydrogène. Hop. Là, on a la molécule de méthane qui a 4 doublés liants autour de l'atome de carbone. Si on regarde pour l'eau maintenant, l'oxygène, il va s'approcher à chaque fois avec un hydrogène avec 2 doublés liants pour les hydrogènes et 2 doublés non liants propres à l'atome d'oxygène. Et le dioxyde de carbone, son schéma de Lewis, on a des doubles liaisons ici qui apparaissent et des doublés non liants sur l'atome d'oxygène. Hop.
On se rend compte ici qu'il y aura un certain nombre de doublés. Non, pardon, j'y viens après. Une petite nouveauté sur le schéma de Lewis, ça c'est le seul truc nouveau sur le schéma de Lewis de cette année, c'est que, par exemple, sur la molécule de BH3, le bord se relie avec un atome d'hydrogène à chaque fois. Ils mettent en commun leurs électrons pour former 3 doublés liants. Si je vérifie la règle de Dewey pour l'hydrogène, là j'en ai 2 électrons, lui c'est OK, 2 électrons c'est OK, 2 électrons c'est OK. Là, il est censé respecter la règle de l'octet, donc avoir 8 électrons autour de lui. Je compte 2, 4, 6. Il n'en a pas 8. C'est pour ça qu'il y a ce petit carré qui apparaît, ce petit rectangle, c'est pour dire qu'il y a une lacune électronique, que cet atome-là ne satisfait pas la règle de l'octet comme d'habitude. Voilà. Du coup, on a nos 4 molécules là avec les schémas de Lewis. Et on va voir un petit peu maintenant quelle est leur géométrie, parce qu'il va y avoir des règles en fait. Puisque ces doublés d'électrons là, ils sont formés d'électrons. Électrons, tous négatifs. Or, deux charges identiques, elles tendent à se repousser. Du coup, les électrons, ils vont chercher, ces doublés, ils vont chercher à s'organiser dans l'espace de manière à être le plus éloignés les uns des autres. Un petit peu comme quand on a les cheveux qui se dressent sur la tête quand on a l'électricité statique. Ça va faire un petit peu de cette sorte-là. Et du coup, en fonction du nombre de doublés liants et non liants, ils vont pas s'organiser pareil pour pouvoir se repousser au maximum. Si on prend le méthane, la manière la plus harmonieuse pour que tous les doublés soient le plus écartés possible les uns des autres, c'est d'avoir une géométrie tétraédrique. Du coup, on va avoir un doublé qui part vers le haut avec un atome d'oxygène, d'hydrogène, et et 3 autres qui partent en formant une espèce de petite pyramide. On va avoir quelque chose dans l'espace comme ça. Donc là, c'est quand on a 4 liaisons autour de l'atome central, ça a une géométrie tétraédrique. Si maintenant, j'ai plus 4 liaisons simples, mais j'en ai une qui devient un doublé non liant. Mais c'est exactement la même molécule, la même structure, sauf que il n'y aura pas le doublé ici liant, il est non liant. Du coup, j'ai pas le petit bout en haut, mais j'ai une structure qu'on va appeler pyramidale. Les électrons ici sont quand même, ils existent, il n'y a pas d'iso, mais ils existent, du coup, ils repoussent quand même les autres vers le bas. Si maintenant j'ai 2 liaisons simples et 2 doublés non liants, comme pour la molécule d'eau, je suis pareil, j'ai ma structure pyramidale, sauf que je vais avoir 2 côtés où il y a pas de. Oui, je n'ai pas d'atomes, mais il y a quand même des électrons ici. Donc ils sont là, ils repoussent, mais je ne les vois pas. Du coup, on a une molécule qui se représente comme ça. En fait, on retrouve la forme coudée qu'on voyait tout à l'heure pour la molécule d'eau. Et on peut aussi avoir une double liaison simple avec ça, et ça on le verra plus, la forme triangulaire. Ce qu'il vous faut retenir d'important, c'est qu'en fonction du nombre de doublés qu'il y a autour de l'atome central, les atomes, les autres atomes à laquelle elle est liée ou les doublés non liants vont pas se positionner pareil dans l'espace. Et on va avoir 3 formes courantes, la forme tétraédrique, pyramidale ou plane. Bien. L'autre partie, avant qu'on puisse vraiment aller plus loin sur la cohésion des solides, on va s'intéresser à l'électronégativité. C'est une nouvelle grandeur qu'on note comme ça. Ça se prononce qui, c'est une lettre grecque, qui va refléter la capacité d'un atome à attirer à lui les électrons. On a vu qu'il y avait des atomes qui s'accrochaient entre eux par des liaisons covalentes, ils partagent en commun leurs électrons, mais ils vont pas forcément les partager 50-50 pile au milieu. Il y a des atomes dans le tableau périodique qui sont situés par là, qui vont avoir tendance à plus attirer les électrons vers eux. Et du coup, on va avoir par exemple avec le fluor, une liaison, il est lié à notre atome, donc on va appeler A. Et en fait, les électrons, ils vont être beaucoup plus vers le fluor que vers l'autre atome. On va voir du coup apparaître ce qu'on appelle une charge partielle. C'est pas une vraie charge parce qu'il n'a pas arraché les électrons, mais ils sont quand même un petit peu plus vers lui. Ça, on va le noter delta minuscule, cette petite lettre, moins parce que les électrons sont un petit peu plus vers lui ici. Si là j'ai une charge partielle négative, ici j'ai une charge partielle positive qui va arriver.
Je l'avais prévu. Et du coup, regardons maintenant ce qui se passe pour nos 3 molécules qu'on a pris en exemple tout à l'heure, l'eau, le dioxyde de carbone, et on va rajouter le dichlore. L'oxygène, on vous donnera les valeurs, pardon, hein, d'électronégativité des atomes dans les exercices pour savoir si l'atome il est électronégatif ou pas. Au passage, si la différence d'électronégativité entre les deux atomes, vous n'avez pas à les connaître par cœur, elle est inférieure à 0,4, on dit que la liaison elle est covalente, c'est-à-dire qu'ils partagent équitablement les deux électrons, ou approximativement, en tout cas on considérera que oui. Si par contre elle est supérieure à 0,4, ça veut dire qu'il y a une charge partielle qui apparaît, qu'il y en a un qui attire beaucoup plus les électrons à lui. Hop. Et du coup, l'eau, si on regarde les valeurs d'électronégativité, on trouve que là, il y a un delta moins vers l'oxygène. L'oxygène attire plus les électrons à lui. L'hydrogène, du coup, il est un petit peu en déficit d'électrons, il a une charge partielle positive. Coucou. Le dioxyde de carbone, pareil. Là, l'oxygène attire un peu plus les électrons à lui, des deux côtés. Du coup, ils ont des charges partielles négatives. Et là, le carbone a deux charges partielles positives, comme on avait ici. Le dichlore, moi j'aurais pu prendre le difluor, le diazote, n'importe quelle molécule où les atomes qui se relient sont identiques. Bon, ben là, il y en a, ils sont les mêmes atomes, donc forcément la différence d'électronégativité, elle vaut zéro. C'est jamais polarisé, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de charge partielle sur des molécules avec deux atomes identiques. Bon. On y vient là, à notre cohésion des solides. Parce qu'en fait, une molécule qui va avoir des liaisons polarisées, en tout cas une molécule qui va globalement pas avoir des charges réparties de manière neutre partout, on va parler de molécules polaires. Et dans le cas contraire, de molécules apolaires. On pourrait se dire du coup, bon, bah, du moment qu'il y a des liaisons polarisées là, des petites charges delta plus, delta moins, c'est que ma molécule elle est polaire. Sauf que non, ça serait trop simple. Ici, ma molécule va être polaire parce que j'ai mon centre des charges négatives qui est ici. Et mon centre des charges positives, sûrement, hop, qui va être ici. Le centre des charges positives et des charges négatives coïncident pas, ma molécule elle va être polaire. Ici, par contre, géométriquement, les charges partielles vont s'annuler. Le centre des charges négatives est commun au centre des charges positives. Là, la molécule, elle est apolaire. Donc, on se retrouve avec deux molécules qui avaient, à première vue, un peu la même structure avec deux atomes d'oxygène reliés entre eux, qui avaient des liaisons polarisées, delta plus, delta moins, les deux, mais il y a l'eau qui est polaire et le dioxyde de carbone qui est apolaire. Et qui n'ont pas en plus la même géométrie dans l'espace. Hop. Non, je vous en parle après. Ça va avoir une importance pour notre quatrième partie. Et donc, on n'a toujours pas expliqué comment nos solides ils tiennent entre eux à l'état solide. On va s'attaquer aux solides moléculaires d'abord, comme le glucose, où c'est des molécules qui constituent notre poudre, nos grains. On va avoir deux types d'interactions dans ces solides-là. Les interactions qu'on appelle de Van der Waals, qui sont des interactions électrostatiques, donc entre des charges plus et moins, parce que ben, nos atomes, nos électrons, ils sont pas pile bien répartis sur leur liaison. Comme on a des petits pôles plus, des petits pôles moins, on a une interaction électrostatique, ça on l'a vu dans le chapitre sur les champs. Et elle vaut à peu près cette interaction 10 kilojoules par mol. Pour vous donner un ordre, vous n'avez pas du tout à le savoir, c'est pour vous donner un ordre d'idée. On va rencontrer un autre type d'interactions qui sont beaucoup plus fortes, qui sont à peu près 10 fois plus fortes, qu'on appelle les liaisons hydrogènes ou les ponts hydrogènes. Là, c'est quand on va avoir une liaison covalente qui va se faire, donc cette molécule-là, et on va avoir une interaction par pont hydrogène, puisque l'hydrogène de la molécule va être attiré par un doublet non liant d'une autre molécule. Ça se produit uniquement quand on a un atome A très électronégatif. Donc en gros, c'est que oxygène, azote, fluor, qui interagit avec un autre atome, là qu'on a appelé B, qui est également très électronégatif et qui porte un doublet non liant.
Ça, c'est ce qui se passe dans l'eau. On a des liaisons hydrogènes dans l'eau. Et c'est ça qui explique que les températures de fusion sont très hautes par rapport à des molécules de la même catégorie. Là, on a l'eau, H2O, mais H2S, H2SE, H2TE, elles ont la même structure. On s'attendrait à ce qu'elles aient à peu près les mêmes températures de changement d'état. Sauf que là, dans ces molécules, il n'y a pas de liaison hydrogène. Du coup, il ne faut pas beaucoup chauffer, voire pas du tout, pour que le changement d'état se fasse. Par contre, l'eau, il faut fournir de l'énergie pour justement venir casser ces liaisons hydrogènes qui se font entre les atomes très électronégatifs. Hop. Du coup, on commence un petit peu à expliquer nos températures de changement d'état qui sont différentes. Sur les espèces moléculaires apolaires, où il n'y a pas de liaison polarisée, ou en tout cas des liaisons polarisées qui ne se compensent pas par la géométrie. On a des températures de fusion assez basses, parce qu'on n'a que les interactions de Van der Waals à casser pour faire le changement d'état. Ici, on a des molécules polaires, on a les interactions de Van der Waals et des liaisons hydrogènes. Du coup, les températures de fusion sont plus élevées. Il faut fournir plus d'énergie pour casser ces deux types de liaisons. Et celle-là, on a dit qu'elle était 10 fois plus forte. Il nous manque celle-là à expliquer. Dans les solides ioniques, on a des ions, des cations, des anions, où là on a une vraie force électrostatique qui va se faire entre les anions et les cations, ils vont s'attirer. C'est ce qu'on appelle l'interaction électrostatique. Et là, elle vaut, vous voyez, encore 10 fois plus que la liaison hydrogène de tout à l'heure. Donc là, c'est des liaisons électrostatiques très fortes, parce que les charges sont vraiment propres à chacun. On a vraiment des ions et des anions et des cations. Euh, Et vu que l'interaction est encore plus forte, et bien là, il faut chauffer encore plus fort pour pouvoir rompre ces interactions. Ce qui nous explique du coup les trois catégories, ces changements de température de fusion qu'on observe. Bien. Maintenant, on sait qu'on a des molécules, des solides ioniques, des solides tout court, polaires et apolaires. Grosso modo, c'est ça. Il y en a des solides ioniques qui sont plus liés entre eux que les solides moléculaires. Ok. Maintenant, on va se poser la question de qu'est-ce qui se passe quand j'essaye de dissoudre quelque chose dans un solvant. On va forcément avoir des solutés qu'on va dissoudre polaires, des solutés apolaires, et pareil pour les solvants, on va avoir des solvants polaires et des solvants apolaires. Par exemple, l'huile, c'est un solvant apolaire. L'eau, on l'a vu, les molécules d'eau sont polaires, l'eau est un solvant polaire. Et bien là, ça va être assez facile à retenir, c'est qui se ressemble, s'assemble. Un soluté polaire va bien se dissoudre dans un solvant polaire. Un soluté apolaire va bien se dissoudre dans un solvant apolaire. Et ça va nous servir à mettre en place une technique, ça je passe, qu'on appelle extraction liquide-liquide. Je vous présente une situation et après on voit comment on peut la résoudre. Suite à un TP réalisé avec une solution de sulfate de cuivre, hop, c'est ici, c'est une solution bleue que vous avez déjà manipulée. Les élèves de seconde, bien sûr, les secondes, ils font n'importe quoi, hein, ont jeté les deux. Pardon, il y a une solution de rouge de méthyle, vous l'avez ici, comme son nom l'indique, c'est rouge. Les élèves de seconde ont jeté les deux liquides dans le même bidon de récupération. Le professeur se retrouve donc avec un mélange homogène des deux liquides. Or, la solution de sulfate de cuivre doit être traitée pour être recyclée. Il faut donc séparer les deux liquides pour l'envoyer à l'usine de retraitement. Hop, on a. Alors, c'est pas les mêmes, c'est pas la même couleur parce que c'est pas les mêmes proportions de sulfate de cuivre et de rouge de méthyle que sur la photo. Mais là, on a les deux solutions mélangées. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir soit le sulfate de la solution de sulfate de cuivre d'un côté et le rouge de méthyle de l'autre. Or là, j'ai un mélange homogène, je peux pas filtrer, je peux pas là, comme ça, je vois pas trop comment faire. L'idée va être, la suivante, ça va être de sortir l'espèce chimique, une des 2 espèces chimiques, du milieu, ici, dans lequel elle est contenue. Là, mon solvant, c'est des solutions aqueuses, c'est dans de l'eau. J'ai mon rouge de méthyle dans l'eau et j'ai le sulfate de cuivre dans de l'eau. Et l'extraction liquide-liquide va permettre d'extraire un des deux en lui proposant un autre solvant que l'eau dans lequel elle se plaît plus, avec laquelle elle a plus d'affinité. Un solvant plus polaire si c'est une molécule polaire ou un solvant plus apolaire si c'est une molécule apolaire.
Ça va se passer en 3 étapes. D'abord, on va utiliser une ampoule à décanter, c'est ce que vous voyez. Hop, ici. Là. On a un bouchon, là, on va pouvoir venir stocker notre solution, et là, on a un robinet un petit peu comme sur les burettes pour faire couler. On va verser dans l'ampoule à décanter la solution aqueuse dont on veut extraire une des espèces. On va le faire maintenant. On va rajouter un autre solvant dans lequel l'espèce que je veux extraire est plus soluble que le solvant initial que j'ai ici. On va, je vais le faire après, mais on va, hop là, prendre l'ampoule à décanter, agiter pour bien faire rencontrer les molécules, que les molécules qu'on veut qui migrent aillent dans le deuxième solvant. On va, à certains moments, ouvrir le robinet, ici, là, vers le haut, sans qu'il y ait quelqu'un à côté, là, pour dégazer, parce que des fois, cette étape-là de mélange, elle va produire un gaz. Hop, on mélange, hop. Quand c'est fait, on attend, et normalement, on va avoir deux phases distinctes, une avec notre espèce qui a migré dans le solvant de extracteur qu'on appelle, et une autre qui est restée dans le solvant initial. Maintenant, comment on choisit ce solvant extracteur là dans le... Qu'est-ce qu'on va rajouter? Il faut qu'il ait 4 caractéristiques. Que l'espèce chimique à extraire soit plus soluble, davantage, plus, dans le solvant extracteur que dans le solvant de départ. Ça goûte, mince. Ça va goûter un petit peu, c'est pas grave. Il faut que les deux solvants ne soient pas miscibles. Si j'ai un liquide homogène après, ben, il va rien se passer, donc il faut que ce soit un mélange hétérogène qui soit non miscible. Il ne faut pas qu'il y ait de réaction chimique quand je vais introduire le solvant. Et enfin, si on a le choix entre deux solvants différents, bah, celui qui minimise le risque pour et la santé et l'environnement. À chaque fois, on vous donnera ce genre d'informations sur des solvants. Là, on va prendre l'eau, l'éthanol, l'huile, le cyclohexane. Et on vous donnera plusieurs informations qui vont vous permettre normalement de vous dire, bah, avec lui, ça va marcher, avec lui, ça va pas marcher. Le premier critère, hop, c'est que l'espèce chimique à extraire doit être plus soluble dans le solvant extracteur que dans le solvant initial. Tchouk tchouk tchouk. Ici, solubilité du sulfate de cuivre. Dans l'eau, elle est grande. Dans l'éthanol, elle est faible. Dans l'huile, elle est très faible. Dans le cyclohexane, elle est nulle. Et on vous donne la solubilité du rouge du méthyle aussi. Faible, grande, très grande, grande. Là, on va donc pouvoir hop, éliminer l'eau, puisque bah, déjà, c'est mon premier solvant en plus, mais le rouge de méthyle est soluble. Il nous reste donc l'éthanol, l'huile ou le cyclohexane. Après, il faut que ce soit non miscible avec S1. Miscibilité avec l'eau. Oui, oui, non, non. Là, ça m'élimine l'éthanol parce que si je mets de l'éthanol là-dedans, ça va se mélanger avec l'eau. J'aurai un liquide homogène, ça m'avancera pas à grand-chose. Il me reste donc soit l'huile, soit le cyclohexane. Hop. Ne réagit pas chimiquement avec l'espèce à extraire. En première, on ne vous proposera pas des solvants qui réagissent avec l'espèce. Vous ne pouvez pas le deviner si ça va réagir ou pas. Ce ne sera jamais le cas. Et ensuite, du coup, j'ai le choix entre les deux. Danger minimal pour la santé et l'environnement. L'huile, ouais, j'ai aucun pictogramme. Là, j'ai ces deux pictogrammes là. Du coup, on va choisir l'huile pour solvant extracteur. Hop, j'avais caché la bouteille là. Du coup, je rajoute de l'huile dans mon ampoule à décanter. Hop, je vous le montre parce que vous allez le faire en mission, ça. Hop, je rajoute le bouchon. On agite. Hop, on vérifie qu'il n'y a pas de gaz qui se soit dégagé. C'est parce que là, si on a un gaz qui se dégage, là c'est fermé, là c'est fermé. Au bout d'un moment, la pression augmente et ça peut faire exploser l'ampoule à décanter qui est en verre, voilà, etc. Donc on pense à dégager de temps en temps. Hop, là, ça m'a l'air pas mal et on va laisser reposer. Je vous laisserai regarder le résultat plus tard. Des fois, ça prend un petit moment. Hop. Tac, et j'arrête la vidéo. Non, on va faire le point sur le truc important, pardon. Je fais le résumé des choses à retenir.
Il faut savoir que la géométrie d'une molécule dépend du nombre de doublés qui soient liants ou pas autour de l'atome central. Un un atome électronégatif va plus attirer à lui les électrons, et du coup, on va voir apparaître des liaisons qui sont polarisées. Une molécule va être polaire si, 2 choses, elle a des liaisons polarisées et que sa géométrie ne compense pas cette, polarisation. Les solides ioniques sont cohérents, c'est-à-dire qu'ils tiennent entre eux, par des interactions électrostatiques, pardon, entre cations et anions qui, elles, sont très fortes. Les solides moléculaires, eux, c'est par liaison hydrogène quand il y en a, pas tout le temps, mais quand il y en a, c'est les ions hydrogène qui sont assez fortes et les interactions de Van der Waals qui sont plutôt faibles. Et enfin, on a découvert l'extraction liquide-liquide qui permet à l'aide d'une ampoule à décanter de sortir une espèce chimique de son milieu. Voilà, et cette fois, j'ai fini.